Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un épisode un petit peu particulier de Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et d'habitude dans ce podcast, je reçois des personnes qui me présentent leurs recherches en master ou en thèse sur l'histoire médiévale et nous faisons ensemble des focus sur un point de l'histoire médiévale. Mais aujourd'hui, dans ce hors-série, dans le cadre d'un partenariat, je vous propose un épisode consacré à un monument médiéval et à son histoire, l'ensemble cathédrale du Puy-en-Velay, vous avez vu le titre, à la fois son histoire, mais aussi son architecture et les personnes qui y vivaient. Et comme vous l'entendez peut-être, nous enregistrons dans un lieu un petit peu particulier, le cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay. Et je ne suis pas seule, comme d'habitude, j'ai avec moi deux invités. D'abord Élodie Terrier. Bonjour Élodie. Bonjour Fanny. Élodie, tu es agent du patrimoine du cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay. C'est toi qui m'as proposé cet enregistrement, donc vraiment d'avance, je te remercie. Merci beaucoup. Et on a aussi avec nous Sylvain Bruand. Bonjour Sylvain. Bonjour. Donc toi, tu es médiéviste, déjà. Tu as soutenu un mémoire sur les contes d'un évêque, contes du XVe siècle, donc du Puy-en-Velay. Et tu es aussi agent du patrimoine pour le Centre des monuments nationaux et guide pour les visites du cloître de la cathédrale. Et est-ce que vous pouvez dire déjà aux auditeurs où nous sommes et pourquoi on entend un orgue qui résonne au loin ? Alors là, on se trouve actuellement dans l'ancienne salle du chapitre des chanoines de la cathédrale et effectivement, c'est une salle qui jouxte la cathédrale à l'intérieur de laquelle il y a un orgue qui date du XVIIe siècle. Et donc, c'est vrai qu'on a encore la chance de l'entendre résonner assez fréquemment. Donc voilà, ça fait un enregistrement un peu particulier. J'espère que ça ne dérangera pas trop auditeurs, auditrices, mais moi je trouve ça assez chouette. Et donc effectivement, la salle où on est résonne un peu. Sylvain, est-ce que tu peux décrire la salle où nous sommes, la salle capitulaire ? Alors, c'est une salle qui accueillait les réunions du chapitre cathédrale, donc c'est une salle de réunion, d'où l'acoustique évidemment, avec une très belle voûte du XIIe siècle. Dans cette salle, on voit aussi une fresque de la crucifixion, une fresque de style byzantin, voilà. Et on va reparler effectivement de tout ce cloître et de toute sa construction. Pour commencer aussi, petit point géographie. Où sommes-nous ? Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas, où se situe le Puy-en-Velay en France ? Alors le Puy-en-Velay se situe dans le département de la Haute-Loire, donc on est au cœur de l'Auvergne. Voilà, on peut entendre les cloches, effectivement. C'est la partie méridionale en fait de l'Auvergne, donc on est juste en dessous de Clermont-Ferrand, à proximité de Saint-Étienne également. Et pour continuer sur le côté géographique, l'ensemble cathédrale est construit sur un point assez élevé. Est-ce qu'on sait déjà ce qu'il y avait avant l'ensemble cathédrale, donc on va dire l'Antiquité tardive, début du Moyen-Âge ? Oui, on commence à avoir beaucoup plus d'informations et de quelques certitudes sur ce qu'il y avait ici, à savoir, comme presque toujours, un temple gallo-romain. Alors, pas toujours, mais bon, oui. Voilà. Ici c'était le cas. Sur une éminence rocheuse qui est intéressante en elle-même parce que c'est un ancien volcan sous lacustre. Donc c'est les restes d'une cheminée. Donc sous un lac. Voilà, une partie du Velay était sous l'eau et donc c'est les restes de cette éruption. Et avant qu'on parle plus précisément de son histoire, comment est-ce que vous décrirez l'ensemble cathédrale à quelqu'un qui ne l'aurait jamais vu ? C'est un site qui est atypique par sa construction. Effectivement, du fait de la topographie, donc on est sur un site rocheux, une construction donc en hauteur qui domine la ville du Puy, et c'est surtout donc un ensemble cathédral qui va être construit d'une manière assez extraordinaire, puisqu'une grande partie de l'église en fait est construite au-dessus du vide, donc des piles massives vont soutenir la nef qui avance au-dessus de la pente du rocher. Alors justement, quand est-ce qu'a commencé la construction de l'ensemble cathédrale ? Alors c'est la cathédrale en elle-même d'abord, c'est ça ? Question difficile puisque la cathédrale actuelle date surtout des 11e et 12e siècles, bien qu'il y ait eu une cathédrale auparavant. Pour la construction, oui, c'est surtout ces 2 siècles-là. Et d'ailleurs, alors je crois pas qu'on l'a beaucoup dit dans ce podcast, mais est-ce que tu peux rappeler qu'est-ce qu'une cathédrale et pourquoi on dit cathédrale et pas église ou pourquoi on dit cathédrale ici ? Alors c'est une église cathédrale, c'est-à-dire que cette église est celle de l'évêque, c'est là où l'évêque siège aussi. On parle de cathèdre, c'est le siège
le mobilier, le meuble lui-même de l'évêque au Moyen-Âge, ce qui a donné le terme de cathédrale. Donc c'est l'église principale d'un diocèse. Oui, voilà, c'est ça qui fait que en fait, le mot cathédrale désigne une fonction et pas forcément le bâtiment en lui-même. Une cathédrale peut être petite, pas forcément grande, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, on a tout l'ensemble sonore de la cathédrale, c'est génial. Et quelles ont été les grandes étapes de la construction de la cathédrale ? Sur ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, donc à la suite du temple gallo-romain, on a vraisemblablement donc d'autres édifices qui vont être construits aux alentours du VIe siècle, qui vont être finalement un peu les prémices de cet ensemble cathédral, mais dont on sait peu de choses, si ce n'est quelques éléments qui sont présents dans un ancien baptistère, qui existe toujours à l'arrière de l'ensemble cathédral, à l'arrière de la cathédrale. Et ensuite, sur la cathédrale en elle-même, on a donc des traces d'un édifice du Xe siècle qui va servir de base. Et donc on va avoir ensuite un agrandissement qui va être lié à la renommée de l'ensemble cathédral, du fait des pèlerinages de la Vierge du Puy. Et donc des agrandissements successifs qui vont avoir lieu au XIe et un second agrandissement donc sur la première moitié du XIIe siècle. Et si on s'intéresse donc à la cathédrale en elle-même, j'ai eu la chance de la visiter tout à l'heure et vraiment je conseille à tout le monde de venir. On remarque qu'elle a quelques particularités qui interrogent, on dit mais elle a quelques influences qui détonnent un petit peu. Oui, c'est très coloré. Cette cathédrale du Puy est très colorée, noire, blanche et rouge. Ça rappelle aussi les églises auvergnates noires et blanches, avec ici en plus l'utilisation de terre cuite. De mortier de tuileaux rouges un peu partout. Ce n'est pas la seule église de ce style-là aussi dans le Velay. Si vous allez au Monastier sur Gazeille, il y a une très très belle église abbatiale qui présente des ressemblances. Et cette alternance colorée est souvent le reflet de l'influence byzantine. L'influence byzantine, faut que tu m'expliques comment l'influence byzantine s'est retrouvée au Puy-en-Velay. On pense aujourd'hui que c'est très fractionné ce Moyen-Âge, qu'il n'y a aucune communication entre Orient et Occident. En réalité, l'art byzantin, c'est l'Empire romain d'Orient, c'est le nec plus ultra de la construction. Et c'est un style qui était sans doute beaucoup plus présent qu'aujourd'hui en France, mais simplement le gothique l'a aussi remplacé à pas mal d'endroits. Ces couleurs sont restées sur cette cathédrale du Puy qui reste un peu figée dans son état du XIIe siècle. Et comment se manifestent les influences byzantines dans la cathédrale ? Les peintures avant tout, les fresques qu'on peut retrouver sous le porche ou ici dans la salle du chapitre, dans la tribune de la cathédrale aussi, et dans cette alternance colorée, l'installation d'une coupole, il y a plusieurs éléments comme ça qui rappellent l'influence byzantine. On voit aussi dans les peintures effectivement des personnages qui ont une posture très droite, très hiératique, donc c'est-à-dire qu'ils ont une posture raide, peu souple, avec un regard qui regarde droit devant. Et effectivement, ça rappelle notamment les icônes byzantines. Et j'ajouterais, c'est le truc le plus byzantin, le Saint-Michel de 5 mètres et quelques qui est dans la tribune de la cathédrale. Il est habillé exactement comme un empereur byzantin. Il porte les insignes impériaux finalement. Et d'ailleurs, je tiens à dire que, Elodie, tu me l'as montré tout à l'heure, mais il est quasiment pas visible quand on visite la cathédrale. Il faut vraiment un petit peu se pencher pour le voir parce qu'il est sur cet espace qui était réservé à l'époque. Alors effectivement, il se trouve dans la tribune nord qui est dans le bras du transept, en hauteur. Donc il est dans un angle effectivement peu visible depuis le sol de la cathédrale. Et effectivement, il devait certainement faire l'objet finalement être vu par quelques privilégiés. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus au cloître, donc cet espace qui est ajouté à côté de la cathédrale pour accueillir les chanoines. On parlera tout à l'heure de ces chanoines, effectivement. Et donc cet agrandissement de la cathédrale, il répond à quel besoin ? Pourquoi on s'est dit, bon là, il faut qu'on rajoute ce cloître ? Alors on a un culte dédié à la Vierge qui est relativement ancien. Et effectivement, ce culte, on va avoir un objet de dévotion particulier, une statue qui va être vénérée et qui va faire l'objet effectivement d'un pèlerinage relativement important tout au long du Moyen-Âge,
principalement aux alentours du XIIe, XIIIe siècle. Et cette renommée va attirer donc de plus en plus de pèlerins. On a également d'autres routes de pèlerinage qui vont venir se greffer au sanctuaire du Puy-en-Velay. Et de ce fait, le premier édifice qui est bâti donc au sommet du rocher volcanique s'avère trop petit. Et on va avoir la nécessité d'agrandir cette église donc à 2 reprises. Et donc, comment est organisé le cloître autour de la cathédrale ? Le cloître est donc un lieu fermé par excellence, une cour aussi de respiration entre les bâtiments de l'ensemble cathédrale, qui sont tous collés les uns aux autres. Le cloître est au nord de la cathédrale. Il est donc toujours composé de 4 galeries ici. Ce cloître s'articule aussi avec le bâtiment des machicoulis d'un côté et la salle du chapitre de l'autre. Et à quoi servait ce cloître au Moyen-Âge ? C'est un lieu assez symbolique de fermeture par rapport au monde extérieur, pour bien montrer que aussi cette communauté de chanoines fait partie du monde religieux. Les cloîtres n'étaient pas ouverts aux laïcs. C'est pas du tout un lieu qu'on pouvait visiter comme aujourd'hui. Les chanoines peuvent s'y promener, ils rejoignent leur bibliothèque d'un côté, la salle du chapitre pour leur réunion de l'autre, et directement la cathédrale aussi pour prier lors des offices. Mais ils ne vivaient pas, ils n'étaient pas en autarcie ici, ils ne vivaient pas totalement ici, ils ne dormaient pas ici. Et non, c'est le grand paradoxe, c'est que les chanoines ne sont pas cloîtrés. Et alors là, tu as dit un mot, le bâtiment des machicoulis. Alors c'est un mot qu'on entend parfois quand on parle du Moyen-Âge. Est-ce que déjà tu peux définir ce que c'est le machicoulis ? C'est une structure défensive qu'on trouve au sommet des remparts, ici d'une forteresse de 5 niveaux. Donc, les machicoulis sont des encorbellements au sommet, des formes de balcons percés finalement qui permettent de jeter tout et n'importe quoi sur la tête des ennemis au pied du mur. Donc c'est pour défendre le bas du rempart. Ça veut dire briser les coups en ancien français. Donc c'est sympa. Alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin de construire ce bâtiment pour défendre tout cet espace ? Un ensemble cathédral, c'est souvent fortifié. C'est un lieu qui contient beaucoup d'objets précieux. C'est aussi un lieu qui est politique et dans lequel on trouve un pouvoir assez fort, celui de l'évêque et celui de ses chanoines. Et il y a au Moyen-Âge beaucoup de conflits de territoire à l'intérieur d'une même cité. Vous pouvez voir dans beaucoup de villes encore des vestiges de remparts à l'intérieur même des cités. Ça montre la division entre différents pouvoirs, pas forcément unis. Voilà, on pense aux émeutes urbaines. Le bâtiment des machicoulis ici, il n'a peut-être pas vraiment servi. C'était peut-être plus pour faire peur ou c'est ça, ouais. C'est dissuasif. Enfin, c'est une manière de montrer le pouvoir des chanoines. Et il arrive peut-être après les émeutes urbaines du XIIIe siècle qui sont assez violentes, des révoltes. Contre l'évêque et tout ça ? Oui, le fait d'une bourgeoisie qui cherche à avoir son pouvoir dans la cité, contrôlée par l'évêque ou les chanoines ou les deux, etc. Parce que là, jusqu'à présent, on parle de la cathédrale, l'ensemble cathédrale, mais on peut aussi faire un petit point. La ville du Puy, qui deviendra le Puy-en-Velay, à cette époque-là, en fait, on est plutôt sur quelle importance même si tu l'as dit, effectivement, elle rayonne avec ses pèlerinages, donc on imagine qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Comment est la ville à l'époque ? C'est une excellente question. On n'a pas beaucoup de données économiques, etc. pour la ville du Puy. C'est le cas d'autres villes également. La ville a ses propres remparts depuis au moins le XIIe, XIIIe siècle, les remparts extérieurs qui ont disparu en grande partie. On voit sur une gravure de 1607 l'étendue de ces remparts et la ville médiévale y ressemblait beaucoup. C'est pas une toute petite ville non plus. C'est la seule ville un peu importante dans ce coin du Massif central, avec beaucoup de métiers de l'hôtellerie, beaucoup d'orfèvres aussi. Une ville qui n'est pas sur des grandes circulations, mais qui est quand même un carrefour entre Toulouse et Lyon, et entre Nîmes et Clermont-Ferrand. Voilà, pas de données sur la population, on peut-être avancer le chiffre de 10 000 habitants, on va dire à l'apogée au XIIe, XIIIe siècle, ou encore au XVIIe, mais bon, ce ne sont que des suppositions. Alors j'avais lu, vous me dites si je me trompe ou pas, que le tracé des rues, en tout cas autour de l'ensemble cathédrale, est finalement celui du Moyen-Âge, ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de modifications ? Sur la ville ancienne, il y a eu quand même quelques modifications, notamment des rues qui vont être élargies, des bâtiments qui vont être supprimés. Notamment, on a l'exemple d'une rue qui a été réaménagée au début du XXe siècle. On avait l'idée, entre autres, de créer une sorte d'accès principal en direction de la cathédrale avec une vue dégagée depuis l'extérieur. Donc non, il y a quand même eu des réaménagements au fil du temps. Parce qu'à l'époque, devant la cathédrale, c'était tout occupé par plein de bâtiments ?
Oui, aujourd'hui, pour accéder dans la cathédrale, on a un grand escalier. À l'époque, on avait une rue vraisemblablement sous forme de gradin, avec effectivement des bâtiments qui étaient vraiment accolés à la cathédrale. C'est aussi le résultat de la géographie de la ville dont on a parlé au début, avec cette ville qui est tout en montée et tout ça, fait qu'il n'y a pas de grande esplanade comme on peut imaginer parfois devant la cathédrale. Voilà, on n'est pas vraiment sur ce genre de choses ici. Non, effectivement, on n'a pas de parvis comme on pourrait le voir sur d'autres grandes cathédrales. Je pense à Notre-Dame de Paris, entre autres, mais il y en a d'autres. Mais je pense que ces cathédrales-là, même au Moyen-Âge, étaient entourées de bâtiments. Donc ces parvis ont été finalement sont des réalisations assez récentes pour mettre en valeur ces édifices. Alors si on revient donc à tout l'ensemble cathédrale, Élodie, tout à l'heure, j'ai eu la chance et tu m'as fait visiter le logis des Clergeons, un espace alors qui n'est pas disponible à la visite malheureusement, mais qui renferme des trésors. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce qu'il y a en fait au-dessus de notre tête, c'est ça ? Exactement. C'est un édifice donc collé à la cathédrale, qui est construit dans le prolongement du transept de la cathédrale, qui est également donc longé par une des galeries du cloître. Et c'est un édifice donc, qui effectivement n'est pas accessible en visite, à l'exception des visites commentées qu'on organise notamment durant l'été. Et effectivement, c'est un édifice donc, qui a été bâti grosso modo sur la seconde moitié du XIIe siècle. Donc là, la salle du chapitre dans laquelle nous nous situons constitue le rez-de-chaussée. Et il y a donc 2 étages supérieurs qui étaient des espaces d'habitation. Et c'est d'un édifice qui a été finalement étudié, on va dire d'une manière ponctuelle au fil du temps et qui dévoile encore ses secrets et qui était vraisemblablement donc destiné à héberger le doyen des chanoines, autrement dit le chef de la communauté. Même si à proximité de la cathédrale, on avait d'autres bâtiments canoniaux qui étaient destinés à l'hébergement des chanoines, dont notamment un hôtel destiné aux prévôts, qui faisait partie également des chanoines de la cathédrale. Et alors dans cette salle, il y a eu quelques restaurations et on a découvert des peintures assez, je m'en remets toujours pas, assez incroyables. Alors, tout commence en fait au XIXe siècle, quand on va restaurer l'ensemble cathédral. On va petit à petit donc remettre à jour des peintures murales. Donc là, dans la salle du chapitre, la fresque de la crucifixion, effectivement, va être dévoilée à nouveau sur la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, c'est une peinture effectivement qui représente le Christ sur la croix, avec Marie et Saint Jean qui sont de chaque côté. Et puis on a aussi donc des registres sur les côtés qui représentent des prophètes qui sont vus de 3/4, qui tiennent donc ces phylactères, donc des banderoles qui montrent justement leur statut de prophète. Et puis ensuite un groupe d'anges sur la partie haute qui joignent leurs mains au-dessus du Christ. Donc ça forme comme une petite bande dessinée finalement qui retrace l'histoire de la Bible. Donc là, cette peinture-là que tu viens de décrire, qu'on a en fait sous les yeux quand on regarde à notre droite, donc celle-là, elle date de quelle époque, tu l'as dit ? Alors là, cette peinture, elle date des années 1200. Mais elle a été redécouverte effectivement petit à petit donc au XIXe siècle. Et puis, elle va être nettoyée et restaurée aux alentours des années 1950. Et donc, dans les salles qui sont au-dessus de notre tête, donc le logis des Clergeons, qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme peinture ? Alors, parmi les premières à avoir été redécouvertes, on a donc des peintures qui représentent à la fois donc 2 joueurs d'échecs, vraisemblablement 2 souverains, peut-être un souverain oriental, un roi mort. Ouais, qui font penser à ce qu'on peut retrouver dans certains manuscrits espagnols, en fait, avec les joueurs d'échecs. On avait fait un épisode il y a quelques mois en fait, dans Passion médiéviste sur les Juifs de Castille. On avait parlé en fait, de ces manuscrits-là. C'est le même type de mise en scène. Il y a effectivement un parallèle. Effectivement, donc ces 2 souverains sont en train de s'affronter donc, sur une partie d'échecs avec une planche à damier rouge et blanc. Et en dessous, on a donc la représentation d'un évêque, vraisemblablement un évêque du Puy. Et on a aussi encore visible quelques tentes qui sont représentées avec d'autres personnages que l'on peut deviner.
Et ce qui est intéressant, c'est que sur le mur qui fait face à cette scène des joueurs d'échecs, on a la prise d'une ville. Mais c'est incroyable cette peinture. Enfin, c'est une ville, voilà, représentée comme ça. Moi, qui aime beaucoup Seigneur des Anneaux, il y a un petit côté Minas Tirith, en fait, avec une ville comme ça, tout en différents étages. Et en plus, comme la reconstitution fait qu'on n'a pas encore tout bien devant nous, il y a un aspect presque... désolée, je m'enflamme un petit peu, mais il y a un côté un peu mythique, on redécouvre quelque chose. Et ça, ce que tu me disais, c'est qu'on n'arrive pas encore à identifier très bien en fait, ce que représente cette peinture. Alors, le sujet a été identifié, c'est effectivement le siège d'une ville. Maintenant, est-ce que c'est une ville précise, particulière, ou est-ce que c'est quelque chose de symbolique ? Aujourd'hui, effectivement, on a un petit peu du mal à le déterminer. Quoi qu'il en soit, il y a un lien effectif entre la représentation donc, de cette scène de guerre, qui est un peu comme un instantané, puisqu'on a encore la représentation donc, des soldats qui attaquent la ville, les soldats qui, eux, au contraire, la défendent, et on a l'impression comme si on était sur une photographie, en quelque sorte, comme si on avait voulu représenter un instant précis, et qu'on avait figé, finalement, dans le temps, une scène particulière. Mais on peut se demander, mais qu'est-ce que font ces peintures ici ? Enfin, c'est étonnant pour se dire, on est dans un endroit très religieux. Tu disais, il y a peut-être un aspect allégorique qui, là, vu qu'on a la religion, on peut faire de l'allégorie, mais c'est étonnant quand même. Le logis des Clergeons, donc c'est une dénomination qui est récente malgré tout. C'était pas le nom que l'on donnait à ce bâtiment à l'origine. Donc, comme je l'ai expliqué, c'était vraisemblablement un édifice qui était destiné à un espace d'habitation, de réception, un espace civil. On n'est pas dans un cadre religieux. On est donc en présence certainement d'un haut dignitaire ecclésiastique, le doyen des chanoines, qui doit certainement aussi avoir un rôle politique important. Ces peintures sont peut-être là dans un esprit d'affirmation d'un certain pouvoir, peut-être liées aussi à des prétentions sur des terres, notamment en Bigorre. Mais aujourd'hui, on est encore, on a beaucoup d'éléments qui sont manquants pour connaître finalement la réelle symbolique de ces peintures. Alors, juste à côté de la salle avec la représentation de cette ville, on a une autre salle avec des choses aussi là, très très belles, donc la salle des griffons, parce qu'il y a des griffons partout. Alors ça fait partie des découvertes un peu plus récentes. Donc nous ne sommes plus au 19e siècle, mais cette fois-ci dans les années 1960. Donc à la suite... Il n'y a pas longtemps, moi j'en reviens toujours pas. Effectivement, dans l'histoire du monument, c'est très récent. Alors en fait, c'est un édifice qui va être utilisé finalement pour différentes fonctions. Donc effectivement, d'abord logis pour le doyen des chanoines, vraisemblablement ensuite logement d'habitation pour les jeunes clercs de la maîtrise de la cathédrale, d'où le nom de logis des Clergeons. Et il va finalement terminer en étant le logement du sacristain. C'est quoi un sacristain ? C'est un des religieux de la cathédrale donc, qui va assister peut-être l'évêque dans la réalisation des messes, dans l'organisation des messes. Dans les années 60, effectivement, donc c'était un bâtiment donc, qui était destiné donc, à loger donc, le sacristain. Alors, vraisemblablement, c'était sa cuisine. Enfin, en tout cas, on a des documents qui mentionnent justement la présence d'une cuisine donc, à partir du 19e siècle jusque dans les années 60. Dans les années 60, le bâtiment est désaffecté. Et on va avoir donc les monuments historiques qui vont décider de mener finalement des investigations, des recherches archéologiques dans cette salle, qui à l'époque donc est recouverte de différentes couches d'enduit, et notamment on a des tapisseries florales avec des motifs à fleurs. Oui, parce que ça a été occupé, c'est ça, après le Moyen-Âge. Oui, effectivement, jusque dans les années 60, c'était un bâtiment qui était occupé. Les peintures avaient été recouvertes, on les voyait moins. Oui, parce qu'on peut se douter que des peintures médiévales, alors même si aujourd'hui on aimerait peut-être tous avoir des peintures de ce style chez nous, mais ça n'a pas forcément plu à tout le monde, les modes évoluent. Et donc avec le temps, effectivement, ces peintures étaient passées complètement inaperçues. Et on les redécouvre au hasard. Alors, c'est vrai que cette pièce a quand même un intérêt. On a une cheminée qui date de la fin du XIIe siècle, donc avec une hotte
conique, qui est très intéressante, qui avait été mis en exergue par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse à cette salle-là. Et on va faire réapparaître sur cette hotte de cheminée des médaillons représentant donc des griffons, ces créatures mythologiques mi-aigle, mi-lion. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a vraiment, ça tapisse la pièce. Exactement. Alors par la suite, on va petit à petit gratter finalement sur les autres pans de mur. Et on va faire réapparaître quasiment 30 mètres carrés de peinture murale représentant donc ce même motif de médaillon avec les griffons à l'intérieur. Ça forme un peu comme une sorte de... Même si c'est un motif qui est répétitif, on a quand même un mouvement puisque ces griffons sont à la fois adossés, donc c'est-à-dire qu'ils sont l'un derrière l'autre, l'un contre l'autre, et puis ils se regardent, ils s'affrontent. Oui, voilà, ils sont disposés harmonieusement. Exactement. On a vraiment un effet de mouvement, de symétrie, et on en a vraiment dans les moindres recoins, puisqu'on a effectivement, au niveau d'une fenêtre où on a donc des coups-sièges, on a effectivement, même à l'intérieur de la petite voûte qui surmonte la fenêtre, on a aussi encore ce motif avec ces griffons. Ça date de la même époque que les peintures dont on a parlé tout à l'heure ? Oui, on est sur des peintures qui sont datées des années 1200 également. Donc là, vraiment, on a des peintures qui sont encore différentes. Aller dans une autre salle encore, mais toujours à l'étage au-dessus de nous. Et là, il fallait aussi lever les yeux pour les voir. Là, ce sont des découvertes encore plus récentes, puisque là, on est sur les années 2000 environ. Alors, je tiens à préciser qu'on a aussi le découvreur de ces peintures. Oui, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit au début, on a un tout petit public avec nous. Et donc, on est au niveau des combles, donc sous les toits. Et on a donc 2 cavaliers qui s'affrontent en joute. Et mais à combien de mètres de hauteur ? 5 mètres de hauteur. Donc là, on est vraiment beaucoup plus haut, ce dont on parlait tout à l'heure aussi. Mais qu'est-ce qu'ils font là, ces cavaliers ? Alors là, c'est des peintures qui sont plus récentes que celles des Griffons et que le siège de la ville. On est vraisemblablement sur des peintures qui dateraient donc du XIIIe, XIVe siècle. Ce bâtiment, au fil du temps, va être modifié à plusieurs reprises, et notamment donc la salle où ces peintures sont visibles devait être une vaste pièce, peut-être là aussi de réception. En tout cas, elle était plus vaste que ce qu'on peut voir aujourd'hui, et peut-être que ça faisait partie d'un ensemble de peintures qui mettait en valeur, éventuellement, là aussi ça reste sous forme d'hypothèse, un des seigneurs de Polignac. En effet, un des 2 cavaliers est bien identifiable puisqu'il y a son écu qui porte les couleurs justement de la famille de Polignac. Alors, la famille de Polignac, est-ce que tu peux nous la resituer par rapport au Puy-en-Velay ? Alors la famille de Polignac, c'est une famille qui, dès le Moyen-Âge, donc, est relativement puissante. Sa forteresse est située donc, à environ 6 km de la ville du Puy. Donc des voisins. Des voisins qui ne vont pas avoir toujours une bonne entente, notamment du fait que l'évêque et le vicomte de Polignac ont tous 2 des prétentions effectivement sur certains droits, notamment droits de péage. Néanmoins, souvent on insiste sur ces conflits entre le vicomte de Polignac et l'évêque. Néanmoins, ce n'est pas des conflits qui sont permanents. Et on sait entre autres qu'à certaines périodes, il y a eu des dignitaires de l'ensemble cathédral qui appartenaient justement à cette famille de Polignac. Donc une famille puissante. Donc peut-être qu'à un moment donné, le chapitre cathédral, les chanoines, ont voulu mettre en avant ce vicomte. Alors pour quelles raisons, ça aujourd'hui on ne le sait pas, mais ça peut faire l'objet de recherches justement. Ah bon, il y aurait encore des choses à dire. Alors justement, depuis tout à l'heure, on a beaucoup abordé les chanoines. Alors Sylvain, c'est un peu plus ta spécialité, donc on va en parler justement. Donc les chanoines, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est un chanoine, s'il te plaît ? Alors on en avait parlé dans l'épisode 49 du podcast avec Ewen Tual sur les chanoines de Bretagne, mais là nous ne sommes plus en Bretagne. Mais pourtant les chanoines, c'est encore la même chose qu'on soit en Bretagne ou au Puy-en-Velay, c'est ça ? À peu près. On trouve des chanoines autour de l'évêque. On en trouve aussi dans les églises collégiales. Ça définit un homme d'église qui vit en communauté autour d'une église. C'est un clergé plutôt de prestige, c'est-à-dire qu'un chapitre cathédral, c'est l'ensemble des chanoines, vit autour de son évêque,
selon une règle qui est variable selon les cathédrales. C'est un clergé assez insaisissable. Pour les chanoines de Bretagne et ceux du Puy, il y a quand même des points communs sans aucun doute. Les chanoines du Puy, on pense qu'ils étaient autour d'une quarantaine à la Belle Époque. Oui, ça fait quand même une bonne troupe. Hein. C'est un gros chapitre. On a le même nombre de chanoines du côté de Lyon, par exemple, au Moyen-Âge, donc ça prouve aussi l'importance du sanctuaire et les moyens qui permettent de faire vivre une communauté. Le chanoine, c'est un homme d'église attachés à une cathédrale généralement. Ils sont chargés de l'office, ils prient, ils chantent à différentes heures, donc ça les rapproche du monde des moines, mais ils n'en font pas partie. Comme je le disais, ils ne sont pas cloîtrés. Ils ont chacun leur petit logement et tout ça. Voilà, des habitations plutôt particulières, et ajoutons qu'ils sont issus de la noblesse, par exemple la famille de Polignac, ou les grandes familles de la région. Oui, donc c'est vraiment, comme tu disais, des clercs un peu d'élite en quelque sorte. Oui, on va dire que c'est l'élite ecclésiastique d'un diocèse, autour de l'évêque. On les oublie souvent, mais l'évêque n'est pas tout seul, il a toujours un chapitre cathédral à son service ou avec et contre lui. C'est un peu ses assistants en fait, en tout cas au début, pour résumer. Au début, c'est ça. Globalement, un peu partout, on voit ces chanoines se séculariser. Ça veut dire quoi, séculariser ? Alors ça veut dire qu'ils vont assouplir cette vie commune, ils perdent rapidement leur dortoir. Ils vont perdre leur réfectoire. Ils veulent chacun leur chambre, en fait, c'est ça. Éventuellement. C'est quand même un clergé qui imite le monde des moines à son origine. Et on retrouve l'idée du cloître, l'idée d'une salle capitulaire. Il y a beaucoup de points communs, mais ils sont indépendants. Ils ne dépendent pas d'un ordre, d'ailleurs, en particulier. Ils sont plutôt rattachés directement au pape. Et tu as expliqué leur rôle religieux, mais au fur et à mesure, ils ont un vrai rôle politique, ces chanoines. Donc, ils sont donc assistants de l'évêque, mais j'ai cru comprendre qu'au bout d'un moment, ils voulaient un peu des volontés d'indépendance, d'avoir un peu leur propre groupe politique, si je puis dire. Oui, ça va poser problème, évidemment. Étonnamment, comme ça, au Moyen-Âge, c'est surprenant. Oui, dans un premier temps, les évêques confient une partie des revenus de l'Église à des chanoines, donc à une communauté, à un chapitre. Parce que ces revenus, ils viennent d'où, en fait ? Alors, c'est les offrandes, l'argent d'une cathédrale. Alors, il y a pas mal de questions sur ce sujet-là, mais presque pas de réponses. On a très peu de comptabilité. Mais l'argent d'une église, il vient... les pèlerinages peuvent enrichir un sanctuaire. D'où la concurrence qu'on peut finalement voir au Moyen-Âge entre des sanctuaires rivaux. L'église a aussi, on va dire, des possessions foncières, une économie bien à elle, assez complexe, et les chanoines ont une partie de ces revenus. Donc je comprends un peu mieux pourquoi ils ont voulu être indépendants de l'évêque. Oui, c'est une histoire d'argent en fait, plus que politique. Oui, une question d'équilibre, une question de... Oui, c'est bien ficelé. On n'a pas toutes les informations, mais on sent que le chapitre est bien organisé. En fait, géographiquement, comment ça s'est manifesté ? Parce que là, on est dans le cloître. On a donc un peu plus au sud de nous la cathédrale et en fait la demeure de l'évêque est de l'autre côté de la cathédrale. Donc là on voit même que géographiquement, les tensions, en tout cas même géographiquement, ils sont séparés, les chanoines et l'évêque. Oui, la cité du Puy est intéressante pour ça. Avec le dénivelé où on voit que les pouvoirs sont en haut, forcément. Ils dominent et tout ça, la plèbe. Exactement. D'un autre côté, le palais épiscopal, qui n'existe plus dans sa forme médiévale, mais qui était donc au sud de la cathédrale, et la cité canoniale, de l'autre côté, au nord, les deux séparés par la cathédrale. Sachant quand même, il ne faut pas exagérer non plus, l'évêque et ses chanoines ne font pas une guerre rangée tout le temps. Parce que voilà, je fais aussi référence à un épisode que j'avais fait donc avec Thomas Ariel. Alors c'était un des premiers épisodes, mais lui qui travaillait sur le livre à doigt foré, donc pas finalement si loin d'ici, mais oui, lui, il y avait vraiment des histoires très très avec des insultes entre les chanoines et les évêques. Vraiment, c'était très 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 tendu là dans ce coin-là. Ici, c'est un petit peu moins le cas quand même. C'est compliqué. C'est très compliqué puisque, on le voit encore dans la cité, le bâtiment des Machicoulis dont on peut parler. Oui, dont on parlait tout à l'heure, oui, c'est à ça qu'il a servi alors ? Oui, le quartier du cloître est bien défini et les documents d'ailleurs parlent du cloître, pas en tant que bâtiment, mais en tant qu'entité territoriale, politique et judiciaire. Donc les chanoines dirigent cette partie de la haute ville qu'on appelle au Moyen-Âge le cloître et qui allait jusqu'à Saint-Michel-d'Aiguille, le rocher voisin, dont les chanoines avaient organisé la construction au Xe siècle. Donc on sait que dès le Xe, il y a une communauté de chanoines avec déjà des idées assez importantes.
Je le disais au début, tu as fait donc un mémoire, toi, sur les évêques, tu as un petit peu étudié tout ce monde-là, et tu me disais effectivement qu'il y a une difficulté à faire cette histoire parce qu'on a peu de sources. Comment ça se fait ? On n'a pas conservé les archives des chanoines en tant que tels. Pour certains monastères, on a beaucoup de documentation, des livres de comptes, des livres de délibération, par exemple dans la salle du chapitre. Il devait y avoir à un moment donné une retransmission par écrit. Pour le chapitre cathédral du Puy, il n'y a presque rien. Disons qu'il n'y a pas de fonds aux archives départementales qui soient très grands pour ces chanoines. C'est plutôt des documents épars qui sont soit du côté de l'évêque. Donc on sait, donc là on n'a qu'une vision et tout ça. On n'a qu'une vision. À la Révolution française, les documents des communautés monastiques auxquelles on a associé les chanoines sont confisqués, sont entreposés en grande partie dans un ancien couvent, un couvent disparu aujourd'hui, le couvent des Capucins, disparu puisque en 1791, il prend feu. Ah oui, le papier dedans, ça... Une partie peut-être des archives canoniales y était. On suppose aussi, certains supposent que les archives des chanoines étaient maltraitées bien avant la Révolution française. Tu veux dire qu'ils ne tenaient pas très bien leurs archives, c'est ça ? Le chapitre cathédral était moins important. Et c'est vrai qu'au Moyen-Âge, c'est une communauté puissante qui gère une partie du commerce de la rue des Tables, par exemple, qui administre l'hôpital à côté et qui est quand même une institution importante. Donc une entité puissante, mais qui, après le Moyen-Âge, on va dire, s'épuise. Un peu comme les monastères où, avec la commande, par exemple, on ne réside plus. On touche un bénéfice d'un chapitre cathédral, mais on n'y est pas. D'ailleurs, sur les pouvoirs qu'on a vus tout à l'heure, faut imaginer la cité du Puy divisée entre pas mal d'intervenants. Oui, entre l'évêque, les chanoines et puis les seigneurs locaux, il y a pas mal d'acteurs. L'évêque, qui prend le titre de comte du Velay au XIVe siècle, mais qui était déjà assez reconnu par le pouvoir royal auparavant, c'est plutôt intéressant. Un évêque, il va changer. Donc, reconnaître une principauté épiscopale pour le roi de France, c'est mieux que choisir les Polignacs, qui eux ne bougeront pas. Ah oui, là oui, on parle de cité épiscopale, c'est ça en fait, on est sur une ville dirigée par un religieux. Oui, c'est l'évêque qui est titulaire du pouvoir public sur la cité du Puy et sur 16 châteaux autour de la ville, donc des revenus seigneuriaux, etc. Les chanoines, eux, ont un quartier de la cité du Puy. La population tente à plusieurs reprises d'avoir son consulat, appuyé ou non par les seigneurs de Polignac à côté, qui peuvent entrer dans le chapitre. On voit l'évêque et ses chanoines, par exemple, s'associer contre la population lorsqu'elle se révolte. Au contraire du XIVe siècle, lorsque le roi de France va faire un pacte, un acte de paréage avec l'évêque du Puy, qui est un de ses anciens conseillers, évidemment. Donc il divise les revenus de la cité du Puy entre le roi de France et l'évêque. Et là, les chanoines sont complètement écartés, qui ne va pas bien se passer du tout. Alors, si on avance un petit peu dans le temps, on a commencé à dire il y a eu pas mal de restaurations, pas mal d'évolutions dans le monument où nous sommes. Alors moi, j'ai vu ça et je trouve ça assez incroyable. Au 19e, on a vu que le bâtiment commençait à avoir beaucoup de fragilité. On a décidé de le déconstruire entièrement pour le reconstruire. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire, Élodie ? Oui, alors... Il faut savoir que c'est un édifice donc, qui va, avec le temps, peut-être un entretien plus ou moins régulier, des épisodes aussi où on a des tremblements de terre qui se font ressentir jusque sur le site du Puy, qui vont endommager également la cathédrale, qui fait qu'on arrive aux alentours du XVIIIe siècle. Et là, on se rend compte que c'est un édifice qui nécessite d'avoir quand même des aménagements. Enfin, il faudrait des travaux, mais on va plutôt faire des aménagements. Et au XIXe siècle, donc sur la seconde moitié du XIXe siècle, là, effectivement, on est sur finalement une redécouverte du patrimoine médiéval. Donc là, des travaux de restauration vont être entrepris. C'est un architecte qui s'appelle Aymon Mallet qui va intervenir en premier. Et alors, il ne va pas déconstruire complètement la cathédrale, mais effectivement, sur certaines parties, et notamment sur la façade occidentale, il va démonter les parties les plus endommagées pour ensuite donc les reconstruire. Alors, pour la façade, on peut considérer qu'il a à peu près respecté l'aspect médiéval.
Ouais, ça devait être un énorme chantier quand même de faire tout ça. Oui, effectivement, c'était certainement un énorme chantier, très coûteux aussi. Par contre, effectivement aussi, il est intervenu sur d'autres parties de la cathédrale, alors cette fois-ci plus sur la croisée du transept et au niveau du chevet. Et là, à la différence de la façade, il va complètement modifier l'aspect de la cathédrale. On va perdre certains éléments du Moyen-Âge dans toutes ces modifications. Oui, entre autres des peintures médiévales. On parlait tout à l'heure des fresques de la tribune nord du transept, mais sur la partie sud, sur le transept sud, il y avait des fresques qui étaient alors soit de la même époque, en tout cas de la période médiévale, qui ont été malheureusement détruites, puisque l'architecte donc est intervenu à reconstruit cette partie de l'église et malheureusement n'a pas jugé pertinent de maintenir les peintures. Alors, soit parce qu'il ne le pouvait pas, soit parce que ça ne l'intéressait pas. En tout cas, à la place, aujourd'hui, on peut voir des peintures néo-médiévales du 19e siècle. Et dans la cathédrale, en fait, alors je ne sais pas si on peut dire un pourcentage, mais à quel point est-ce qu'elle est médiévale aujourd'hui ? Donner un chiffre, c'est un petit peu difficile. Dans sa structure, je dirais qu'elle est quand même largement médiévale. Enfin, l'ensemble cathédrale a pratiquement tous ses bâtiments d'origine, même si l'extérieur de la cathédrale a été, on va dire, repensé et souvent, la pierre est remplacée, on homogénéise les arcs notamment au 19e, mais la structure elle-même est assez bien respectée. Oui, parce qu'il y a eu la modification de l'escalier central, alors qui est quand même assez original. Est-ce que tu peux nous décrire en fait cet escalier ? On rentre en fait par un escalier qui passe sous la cathédrale et on arrive au centre. C'est incroyable ça. Oui, effectivement. Alors, à l'origine, l'entrée se fait par une ouverture qui est au centre de la nef. Alors cette entrée, elle est ainsi placée du fait des différents agrandissements qui fait que la nef s'élargit sur la partie ouest. Et donc on avait certainement une entrée déjà, à mon avis, particulière à l'origine, mais qui va se retrouver au centre de cette nef. Donc on l'a surnommé joliment le nombril de la cathédrale. Et là, maintenant, à la place de cette entrée, maintenant, a été fait en fait un escalier. Alors, faut s'accrocher, pour bien monter tout ça. Et ça fait qu'on rentre comme ça dans la cathédrale. Moi, j'avais jamais vu ça avant. Oui, alors, je pense que c'est une des rares églises qui a une entrée ainsi faite. C'est une ouverture qui a été donc réaménagé à nouveau à la fin des années 90, quand on va avoir un gros travail aussi de restauration de la cathédrale. Et effectivement, cette ouverture avait été bouchée donc à la fin du XVIIIe siècle, au moment où on va faire les premiers réaménagements de la cathédrale. C'était un souhait de l'évêque de l'époque de fermer ce nombril pour pouvoir donc créer un accès latéral à la cathédrale qui passait alors par une des galeries du cloître. C'était lié au fait qu'on trouvait l'édifice inconfortable, plein de courants d'air. Et effectivement, une des solutions a été effectivement de complètement fermer cette ouverture, qui ne sera pas réouverte au XIXe siècle quand on a le grand chantier de restauration. Il faudra attendre encore plus longtemps pour que finalement on puisse à nouveau bénéficier de cette ouverture atypique. Bon, là, on a évoqué plein de choses sur l'ensemble cathédrale en grande ligne. Bien sûr, je vous mettrai sur le site passionmédiéviste.fr des liens si les gens veulent aller encore plus loin. Mais alors là, c'est une question aussi à tous les deux. Est-ce qu'il reste encore des choses à étudier sur l'ensemble cathédrale du Puy-en-Velay? S'il y a des gens qui nous écoutent et qui voudraient faire des mémoires, faire des thèses sur l'ensemble cathédrale, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme idée? Il y a encore beaucoup de recherches à faire sur la mise en perspective de ces découvertes de peintures. On s'intéresse beaucoup à ces peintures dans le cadre de l'histoire de l'art, mais on n'arrive pas bien à identifier leur sens, les commanditaires, etc. Peut-être qu'il y a encore des découvertes à faire de ce côté, comprendre la prise de ville
la scène du jeu d'échecs, etc. Il y a énormément de recherches aussi sur les chanoines et leur communauté. Même si on n'a pas beaucoup de sources, on a quand même des recherches à faire. Il y a des sources, elles sont juste éparpillées. Ah bon, Voilà. là, donc il y a un travail de quête à travers toutes les archives pour reconstituer tout ça, c'est ça? Oui, c'est un travail qui a pu se faire dans d'autres diocèses en France. C'est très long et c'est un travail d'équipe souvent, mais on croise ainsi les documents, par exemple les testaments, les actes qu'on va retrouver un peu partout dans les séries des archives départementales pour retrouver des noms à certaines époques et retrouver des listes finalement de chanoines et essayer de comprendre d'où ils viennent, leur cadre, leur environnement familial, identifier un petit peu des dynasties de chanoines finalement. Donc s'il y a des gens qui veulent travailler là-dessus, ils peuvent vous contacter. Enfin bref, on mettra en lien, c'est ça? Oui, effectivement. C'est vrai qu'il y a toujours de quoi faire. Et puis nous, on est ravis aussi de partager à la fois nous ce que l'on peut savoir, et puis surtout, on est toujours preneurs des nouvelles recherches, quoi, des nouvelles découvertes. Voilà, et pour le grand public, dites-moi Sylvain et Elodie, à quel moment vous conseillez de visiter l'ensemble cathédrale? Est-ce qu'il y a des événements particuliers dans l'année qui peuvent être chouettes à voir? Alors, c'est vrai que le plus agréable pour visiter, c'est pendant la saison entre le printemps et puis le début de l'automne, parce qu'on est sur un site qui va être bien mis en valeur par la lumière du jour. Et puis surtout, c'est à cette période-là où nous, on est suffisamment nombreux pour pouvoir proposer des visites commentées, donc à la fois du cloître, parce qu'on a aussi tout un nombre de chapiteaux figurés qui sont très intéressants. On a aussi la découverte du logis des clergeons qui ne peut pas se faire autrement que par les visites commentées. Et puis voilà, c'est vrai que c'est toujours plus agréable de découvrir ce site quand c'est un peu plus animé aussi. Vraiment, je vous remercie énormément, Edith Terrier et Sylvain Bruand, pour tout ce que vous avez raconté. C'était vraiment passionnant. Voilà, c'est la première fois que je venais au Puy-en-Velay. Je peux que conseiller aux gens de venir. Je voudrais remercier aussi donc l'administrateur Lionel Arnaud et le Centre des Monuments Nationaux pour avoir permis tout cet enregistrement. C'est la première fois, moi, que je faisais un enregistrement de podcast dans une salle capitulaire. Clairement, c'est une première pour moi. Et j'aimerais bien faire ce genre d'enregistrement dans plein de lieux. Donc, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui font des choses comme vous, donc des responsables, et qui ont envie qu'on fasse un enregistrement de Passion médiéviste, eh bien, contactez-moi. Donc comme je disais, il y en aura un article qui sera en lien avec cet épisode qui sera sur le site passionmédiéviste.fr. On mettra des photos où vous pourrez voir toutes les photos de ces peintures. Et n'hésitez pas, si vous êtes dans les parages ou vraiment vous vous dites alors je sais pas où je vais aller en vacances, venez au Puy-en-Velay, c'est très très beau, il y a plein de choses à voir. Donc merci beaucoup à tous les deux. Et je vous dis à bientôt, auditeurs, auditrices, pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut!